Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette deuxième journée des entretiens enseignants entreprises. Ce matin, j'ai la lourde tâche non seulement de conduire l'entretien de grand témoin d'Antoine Frérot, mais également de présenter son parcours en un temps extrêmement court. Et donc, Monsieur Frérot, vous me permettrez, j'espère que vous me pardonnerez, d'être quelque peu elliptique en ce qui concerne votre très riche carrière. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique, docteur de l'École nationale des ponts et chaussées, après avoir commencé votre carrière comme ingénieur-chercheur, chef de projet, puis directeur adjoint du Centre d'études et de recherche des ponts et chaussées. Vous avez été ensuite responsable d'opérations financières au Crédit National. En 1990, vous avez rejoint la Compagnie Générale des Eaux. Et en janvier 2003, vous êtes devenu directeur général de Veolia Eau et directeur général adjoint de Veolia Environnement. En 2010, vous devenez président directeur général de Veolia Environnement jusqu'en 2022, où vous êtes nommé président du conseil d'administration de Veolia. Pour nous permettre de bénéficier de votre analyse, je vous propose un entretien en 3 grands temps. En lien avec la thématique de notre événement, sur les recommandations du rapport Draghi en matière de compétitivité européenne. Un premier temps sur l'entreprise européenne et la compétitivité. Un deuxième sur la question de l'innovation en Europe. Et enfin, la troisième sur le skill gap et le rôle des entreprises pour combler ce gap de compétences. Alors, tout de suite et pour commencer, Monsieur Frérot, existe-t-il, selon vous, un modèle d'entreprise et de gouvernance européen? Et ce dernier est-il compétitif face au modèle concurrent et singulièrement au modèle américain, qui est davantage tourné vers les actionnaires? Merci, bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à votre question, il faut commencer par essayer de le relier quand même au thème des entretiens de cette année, pour un sursaut européen. Et si on pose cette question, pour un sursaut européen, c'est que vraisemblablement, certains pensent que l'économie européenne, par rapport à deux grandes autres économies dans le monde, l'américaine et la chinoise, sont distinctes. Peut-être perdent un peu des places par rapport à elle, d'où l'appel à un sursaut. Est-il vrai qu'il y a une différence entre l'économie européenne et l'entreprise européenne, parce que dans une économie de marché, c'est les entreprises qui sont les principaux acteurs de l'économie, ce ne sont pas les seuls, mais c'est les principaux. Et je pense que oui. Je pense qu'il y a une philosophie de l'entreprise, une vision du travail et de la création de prospérité en Europe qui est différente de celle qu'on peut trouver soit aux États-Unis, soit en Chine, pour prendre ces deux grandes économies, ces deux grands modèles, sans être trop caricatural. Et je pense qu'on peut peut-être y retrouver dans l'histoire des traces de cette différence. On se rappelle de ce qu'on a appelé à un moment le capitalisme rhénan. En Allemagne, dans l'axe rhénan, il y avait une vision de l'entreprise d'après-guerre qui malheureusement a été perdue en Allemagne, mais qui a imprimé une forme de vision de l'entreprise en Europe. Cette vision, en quoi elle est différente des deux autres? Tout d'abord, le capitalisme étatique, capitalisme entre guillemets bien sûr, chinois, il est totalement dirigé par le monde politique. Et donc les entreprises ont un cadre beaucoup plus restreint et on est dans un monde qui n'est pas démocratique. Et on comprend bien les différences qu'il y a avec les deux autres modèles. Quant au modèle américain, effectivement, il repose, je pense, sur un credo, à savoir que l'entreprise a un objectif, et pas 36. Cet objectif, c'est de créer du profit. Et que donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Et les autres acteurs du monde économique, voire du monde politique, sont pris en compte par les entreprises américaines à travers la loi ou la réglementation. Donc le modèle est simple, maximiser le profit, et donc indirectement le retour aux actionnaires, le service des actionnaires, sous contrainte des lois concernant l'intérêt des salariés, ceux des consommateurs, celui de la planète, celui des fournisseurs. Modèle simple,
maximisation d'un objectif sous une série de contraintes. Le modèle européen que je ressens moi et que je voudrais populariser, et je pense que c'est un peu à l'origine de ce fameux modèle Renan, c'est que l'entreprise n'a pas qu'un seul objectif. Elle a plusieurs objectifs, contribuant non seulement à la prospérité de la population, mais également à sa manière de vivre et à son émancipation à travers le travail. C'est-à-dire que l'entreprise a certes le but d'accroître ses profits, mais également d'accroître l'intérêt des salariés qui y travaillent, des consommateurs ou des clients qui y ont recours, des fournisseurs, des générations futures, parce que une économie est constituée d'entreprises qui parfois sont plurigénérationnelles. L'économie française est particulièrement caractéristique de ce fait. Les grandes entreprises françaises ont été petites avant d'être grandes. Et si elles ont grandi, c'est que ceux qui les ont créées n'ont pas mangé tout le fruit de leur travail, qu'ils l'ont transmis, et que pour ces grandes entreprises, c'est depuis 7 ou 8 générations que cette transmission se fait. Donc il y a une forme de prise en compte des générations à venir. Et si nous mangeons tout ce que nos parents nous ont laissé, de quoi vont vivre nos enfants? Pour répondre à Jean-Marc Daniel pour hier, pour ceux qui étaient là. Bref, il y a un modèle européen. Et ce modèle européen, c'est le modèle de la performance plurielle, économique et financière, sociale, sociétale, environnementale, et que ces objectifs peuvent parfois être convergents, parfois être contradictoires. Il faut donc parfois arbitrer entre eux. Et c'est le rôle de la direction de l'entreprise, et notamment, me semble-t-il, du conseil d'administration, d'orienter l'entreprise pour faire ses choix, parfois ses compromis, afin de pouvoir avoir la meilleure résultante. En prenant en compte d'ailleurs dans ces compromis le temps. Et les compromis ne seront pas forcément identiques à deux périodes, à deux contextes différents. Prenons par exemple la période du Covid, qu'on a connue il n'y a pas très longtemps, ou bien une période de plus grande prospérité. Les compromis ne seront pas forcément les mêmes. Mais pour que l'entreprise soit durable, que la prospérité soit longue, il est nécessaire d'embarquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour que l'ensemble des acteurs de la société continue à soutenir le système économique, parce que si la population un jour continue à penser que les entreprises, c'est pas pour eux, c'est pas pour elles, si on leur demande à qui servent les entreprises et qu'ils répondent à quelques-uns, je pense qu'on peut s'inquiéter sur le fait que nos systèmes politiques ont du mal à préserver l'économie de marché. Or, je pense qu'il n'existe pas encore de meilleur modèle que celui-là. Bon. Donc, il est nécessaire d'obtenir un soutien pour le développement et pour la participation à la vie des entreprises. Ce n'est pas une question d'entreprise bisounours, c'est une question d'efficacité. Si l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de tous ceux qui s'engagent avec elle, parce que tous ceux-là, ceux que j'ai cités, s'engagent, les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs, les territoires s'engagent pour l'entreprise de différentes manières, avec de différentes ampleurs, mais ils s'engagent tous. Si ceux-là ne se sentent délaissés par l'entreprise, ils vont s'en éloigner, voire la laisser tomber. Bon. Or, l'efficacité et notamment la productivité de l'entreprise dépendent de tout cela. C'est donc bien un élément d'efficacité qui nous permet de plaider pour une entreprise à l'européenne avec une vision plurielle de ses objectifs et l'affichage de cette poursuite de pluralité d'objectifs, l'affichage éventuellement, lorsqu'il y a contradiction, des choix qui ont été faits, des arbitrages publiquement, et de faire en sorte que les conseils d'administration des entreprises et des directions générales soient à même de gérer ce modèle un peu plus complexe, parce qu'on n'a pas une variable optimisée sous une série de contraintes, on en a plusieurs, et l'optimisation à objectifs multiples, on sait que c'est plus compliqué. Bon. Eh bien, ceci me paraît être le bon modèle européen, et je regrette qu'il ne soit pas plus diffusé. Et parmi les sursauts européens, je pense que l'adoption d'une telle vision
permettrait un bien plus large partage et soutien par la population européenne de ces entreprises. Merci pour cette analyse du modèle européen d'entreprise. Mais on pourrait dire, a priori, au vu des performances américaines, notamment en termes d'innovation et de nouvelles technologies, que le modèle américain que vous avez cité, de gouvernance, est sans doute plus performant en matière d'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et surtout, est-ce qu'elle est vraie, selon vous, pour toutes les formes d'innovation? Alors, bon, tout d'abord, le modèle que je viens d'appeler de mes voeux, en Europe, malheureusement, je constate qu'il n'existe pas encore. Bon. Et que ce fameux vieux capitalisme rénant, maintenant, il s'est un peu évaporé par imitation en Europe du modèle américain et de la théorie de Milton Friedman, en voulant réduire l'entreprise à un seul objectif. Bon. Je pense que si cette vision et ce modèle existaient davantage, peut-être que les entreprises seraient plus innovantes en Europe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de constater, et c'est vrai aujourd'hui, que les entreprises américaines peuvent paraître plus innovantes, au moins dans un secteur, celui de ce qu'on appelle la tech. Bon, c'est moins le cas, par exemple, dans le monde environnemental, que je connais bien. Mais dans celui de la tech, c'est évident. Mais ce n'est pas tellement qu'elles soient plus innovantes. Ce qui est spectaculaire aux États-Unis, c'est de voir comment elles peuvent se développer et de devenir très grandes en un temps record à partir du moment où elles sont créées et qu'elles sont toutes petites. Bon. Il existe beaucoup de toutes petites entreprises dans la tech en Europe, hein, mais aucune n'arrive à devenir très grande aussi vite. Bon. Qu'est-ce qui explique ça aux États-Unis? Bon, tout d'abord, très certainement, comme Draghi l'a dit, le financement. Le financement est plus facile, le financement à risque est plus facile. Et pourquoi? C'est parce qu'aux États-Unis, il y a plus d'audace pour entreprendre. Et que donc, c'est sans doute cet esprit d'entreprise et cet esprit audacieux, d'aventure, qui manque encore en Europe. Est-ce que le modèle européen que j'appelle de mes voeux permettra de faire évoluer ce sentiment? Je le pense, oui. Si l'entreprise, la création d'entreprise, l'esprit d'entreprise est porté davantage par le soutien de la population, parce que toute la population ou une grande partie de la population profiterait de cela, je pense qu'on pourrait remettre au goût du jour cet esprit d'entreprise et cette envie de créer et de développer les entreprises. Reste effectivement qu'il faudra ensuite, pour faire grandir les entreprises rapidement, le faire avec les moyens qu'il convient. Et les fonds, le rapport Draghi, les fonds Tibi, enfin beaucoup de choses ont été imaginées pour ce faire. Et c'est ça qui explique sans doute la différence d'innovation, tant d'ailleurs avec l'économie américaine qu'avec l'économie chinoise. Bon. Deux autres éléments quand même à ajouter. Bon. Tout d'abord, c'est bien d'être innovant, mais il faut que ça dure longtemps si on veut créer des entreprises et assurer la prospérité de la population. Il est probable aussi que l'économie américaine ne vise pas trop la durabilité de ces innovations. J'en veux pour preuve la création des multiples data centers aujourd'hui dans les zones peu propices à cela aux États-Unis, donc on peut se demander si ceci ne va pas écourter le développement inouï de ces entreprises de la tech américaine. Et puis encore une fois, il s'agit surtout des entreprises de technologie, de traitement de l'information, et moins dans d'autres domaines. Deuxième remarque, l'innovation, ce n'est pas seulement l'innovation technique. C'est bien sûr l'innovation technique, et dans tous les domaines de la technique, et pas seulement la tech, mais c'est également d'autres thèmes d'innovation. L'innovation sociale, sociologique, l'innovation, comment l'appellerais-je, législative, l'innovation du droit, l'innovation en matière d'acceptation par les populations de ses propres produits,
l'innovation sociologique, bref, tout ce qui fait appel non seulement aux sciences physiques classiques, mais également aux sciences sociales. Je regrette que l'apport des sciences sociales ne soit pas assez utilisé par les entreprises aujourd'hui. Le carrefour de la démographie, vous en avez parlé hier, de l'histoire, de l'économie, de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie, a mis au point, au point des connaissances nouvelles qui permettraient, qui seraient bien utiles aux entreprises et aux chefs d'entreprise pour pouvoir mieux appréhender le monde dans lequel elles se trouvent et mieux comprendre les voies de transformation que les entreprises peuvent y apporter, de moins en avoir peur. Et d'expérience, je peux vous dire que pour diriger Veolia, je pense que des connaissances d'amateurs, ne serait-ce qu'en anthropologie, pour diriger la tribu Veolia, n'ont pas été inutiles. L'innovation en matière de sciences sociales doit être mise au profit des entreprises et les entreprises doivent y être ouvertes. Aujourd'hui, je constate que beaucoup de chercheurs, et on a en plus en France la chance d'avoir une grande école des sciences humaines, hein, beaucoup de chercheurs et de professeurs seraient prêts à la mettre au service des entreprises et malheureusement les entreprises ne sont pas prêtes encore à les recevoir. Cette innovation-là, elle est importante. Deuxième chose, entre le global et le local. Bien sûr, l'innovation, souvent, c'est un centre de recherche central pour une entreprise qui va mettre au point quelque chose de nouveau et qui va être diffusé à travers l'ensemble du système de l'entreprise. Mais ça peut être l'inverse. Il y a beaucoup d'innovations, de petites innovations, qui se font en local et pas en global. Et qui peuvent rapporter gros à l'entreprise, à condition toutefois qu'elle puisse être généralisée. Et quand j'étais jeune, un modèle d'entreprise était porté au nu, c'était celui de l'entreprise helvético-suédoise ABB, dont le slogan était « Penser global, agir local ». 40 ans plus tard, ABB n'existe plus. Parce que je pense que c'est exactement l'inverse qui est vrai. En fait, on pense toujours local et on agit global, et pas l'inverse. Même quand on a un centre de recherche central. Donc, les innovations locales sont clés dans une entreprise. Et elles ne sont pas faites forcément que des chercheurs. Elles peuvent être faites des opérationnels. Et même des opérationnels les plus humbles. Comment une entreprise peut-elle profiter de cette innovation? Parce que c'est celle qui coûte le moins cher. Et c'est celle qui est la plus pratique, qui peut immédiatement être mise en œuvre sur le terrain. Tout d'abord, il faut la favoriser. Il y a plein de techniques, les boîtes à idées, les challenges, les récompenses pour la favoriser. Il faut la collecter et donc mettre en place un système de collecte de l'ensemble de ces innovations, la mettre en forme, parce que si elle n'est pas mise en forme, elle sera difficilement diffusable, même au sein de la même entreprise. Puis ensuite, une fois qu'elle est mise en forme, de la diffuser, sans doute de l'adopter aux différents contextes locaux aussi. Donc tout ça suppose une gouvernance de l'innovation. C'est une innovation qui est une richesse de l'entreprise qui se crée toute seule. Parce que partout dans les entreprises, sur le terrain, on met en place des choses nouvelles. Et on ne le remarque pas. On n'y fait pas attention et on passe à côté d'une importante richesse innovante qui pourrait, par petites touches, apporter beaucoup de petits plus et qui ferait à l'arrivée un grand plus pour les entreprises. Donc ne pas négliger non plus l'ensemble de cette innovation locale qui suppose la mise en place d'une gouvernance particulière pour pouvoir réellement en profiter. Merci pour cette analyse. Je vous avoue que le point sur les sciences sociales ne peut, qu'en tant qu'inspectrice générale de sciences économiques et sociales, que me réjouir. Mais nous y reviendrons sans doute. Vous avez parlé d'audace, finalement d'esprit d'entreprise. Hier, nous avons mis en avant l'idée que la réglementation en Europe, et singulièrement le principe de précaution, pouvait être un obstacle pour l'innovation en Europe. Qu'en pensez-vous?
Je pense surtout qu'il y a un gros malentendu sur le dit principe de précaution. Je vais y revenir. Mais ce qu'on dit surtout, c'est que la réglementation excessive freine les entreprises. Et d'ailleurs, le rapport Draghi pointe 3 thèmes, hein, si j'ai bien noté. L'absence de finances dédiées à l'innovation, les problèmes de simplification des réglementations simplification et réglementation. Je pense qu'effectivement, les réglementations peuvent être excessives quand elles sont trop précises. Mais le principe de précaution, c'est d'abord un principe, avant d'être une réglementation précise. Et je me rappelle du temps où il a progressivement émergé avant de devenir un texte d'abord constitutionnel, puis en imprégner nos lois. Au début, notamment au début des années 80, lors par exemple, de la création de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, ce principe dit de prudence d'ailleurs, on l'appelait plus prudence que de précaution, il n'avait pas pour vocation de tétaniser toute innovation. Il se rapportait plutôt à ce que les Grecs anciens appelaient la phronésis, qu'on a traduit peut-être maladroitement en français par prudence, qui consistait à comprendre où une chose nouvelle pouvait nous emmener afin de pouvoir l'adopter en toute sérénité en ayant pris soin d'engommer les points négatifs. La phronésis, c'était pas empêcher la nouveauté, c'était au contraire pouvoir l'accélérer en toute connaissance de cause et ne pas se précipiter tête baissée dans le danger, mais pouvoir changer, innover en étant serein parce qu'on avait fait le tour de la question, on pensait pouvoir avoir déminé l'ensemble des inconvénients de l'innovation en question. C'était ça le principe de précaution au départ. Bon. Il a mal tourné. Il est utilisé aujourd'hui, notamment par des gens qui veulent éviter tout risque. On ne peut pas éviter tout risque. Ce n'était pas l'idée du départ. On devrait l'appeler principe de sagesse plutôt que principe de précaution, si vous me permettez. Je ne sais pas comment traduire phronésis en français. Bon. Effectivement, le fait qu'on l'utilise dans cette acception d'aversion au risque maximum, donc de conservatisme maximum, hein, ceux qui brandissent le principe de précaution sont très souvent conservateurs, alors qu'il était là pour, au contraire, favoriser l'innovation en prenant soin, parce que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter le principe de précaution aux orties, tel quel. Il faut l'appliquer comme il devrait l'être. Donc en prenant soin de bien comprendre les conséquences positives comme négatives, de faire bien le bilan, il faut qu'il soit positif, et de chercher. Et quand on cherche, on trouve souvent des moyens de faire que les conséquences négatives soient limées, voire supprimées. Et de ce point de vue-là, vous conviendrez que ce principe de sagesse, car c'est de la sagesse, il ne serait pas répréhensible. Mais si on le traduit par des réglementations qui, dès qu'il y a le moindre risque, tétanisent l'action, bien évidemment, on bloque toute innovation. C'est ceci qu'il faut absolument essayer d'éviter. Et donc, je ne proposerai pas de liquider le principe de précaution comme certains le proposent. Je proposerai de le relire tel qu'il avait été imaginé, notamment dans des débats parlementaires en 1983, parce que je me souviens de cela, par exemple, et de le prendre ainsi. En revanche, sur les réglementations qui sont éventuellement très obérantes, ben là aussi, principe de sagesse, les relire et les modifier si effectivement elles tétanisent toute action. Merci. Alors, D'ailleurs, à ce sujet, oui, je suis venu parce que je suis en train de le finir. Je vous recommande un livre qui est paru en début de cette année, en 2025, qui s'appelle « Risquer la prudence ». Sous-titre « Une pratique de la sagesse antique ». C'est lumineux
sur ce que j'essaye de vous résumer rapidement sur cette idée de sagesse, de sérénité, je ne sais pas comment ça marche, hein, de sérénité. Et donc, je pense que c'est les anciens, dès lors qu'il s'agit de vision de la vie collective, eh bien, ils ont encore beaucoup de choses à nous rappeler. Alors, merci. Le rapport Draghi met en avant, outre un certain nombre de questions qu'on a déjà évoquées, les questions de compétences comme obstacle à la compétitivité européenne, dans le contexte notamment de déclin démographique. Alors, selon vous, dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles contribuer à la montée en compétences et à l'élévation du capital humain européen comme clé en fait, de la compétitivité européenne? Bon, les compétences et l'acquisition de compétences, partage de compétences, c'est pas ça qui créera la créativité et l'inventivité, hein, on est d'accord. En revanche, c'est ça qui permettra l'usage et l'usage large, le plus large possible, des innovations. C'est au moins aussi important de pouvoir utiliser les innovations qui naissent partout que de les créer. Et les entreprises, les acteurs économiques ou autres d'ailleurs, qui sont capables de pouvoir les appréhender et bien les maîtriser, peuvent les utiliser et obtenir autant d'avantages que ceux qui les ont créés d'ailleurs, même si ceux-là ont un petit peu de temps d'avance. Bon. Donc l'acquisition de compétences est clé. On le voit bien pour l'intelligence artificielle, par exemple. Hein. Bon. Donc il est important que cette acquisition de compétences soit une vraie politique d'entreprise. Or, comme il y a des innovations tout le temps, il faut que l'acquisition de compétences soit permanente. D'où la formation continue en entreprise, une fois qu'on a quitté l'école ou l'université depuis longtemps. Et donc, la formation en entreprise, ça s'organise. Ça s'organise bien sûr pour ceux qui auront à prendre des décisions, qu'on appelle l'école blanc. Et c'est clé notamment pour les innovations de type nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ou de type environnemental. Mais c'est clé aussi pour les autres, pour l'école bleue. Prenons l'exemple de Veolia, que je connais bien. Veolia, c'est une entreprise de service avec deux caractéristiques qui sont rarement combinées. C'est une entreprise forte en intensité de main-d'œuvre et forte en intensité de techniques, et des techniques nouvelles qui évoluent beaucoup. Si l'ensemble des salariés du groupe Veolia ne sont pas formés à toutes ces nouvelles technologies, elles ne pourront pas être utilisées. Et en plus, une entreprise de service, vous le savez, c'est la force de travail qui est au contact de la clientèle, alors que dans une entreprise industrielle, c'est généralement seulement la force commerciale qui est au contact de la clientèle. Donc si les ouvriers, les salariés de base de Veolia ne sont pas formés à ces nouvelles technologies, les clients ne pourront pas en bénéficier, bien évidemment, et l'entreprise non plus. Bon. Donc la formation d'école bleue permanente est importante. Et ceci, à mon avis, est un des rôles de l'entreprise. Quand je parlais tout à l'heure d'intérêt des salariés, leur employabilité tout au long de leur vie de travail est une chose importante pour eux. Quand ils travaillent dans une entreprise, ils peuvent s'attendre à pouvoir être employables tout au long de leur vie. Comme les techniques vont beaucoup changer, dans les objectifs de l'entreprise, et notamment les objectifs vis-à-vis de leurs salariés, il y a cette employabilité et cette formation. Et bien évidemment, pour utiliser les techniques nouvelles, la seule chose à faire, c'est de pouvoir organiser cette formation permanente. Et elle peut être mutualisée. Ce n'est pas l'entreprise toute seule qui peut y faire face, elle peut être mutualisée entre les entreprises et entre les entreprises et le monde de l'éducation. Les centres d'apprentissage en entreprise peuvent être largement utilisés pour la formation continue de l'ensemble des salariés. Et je pense que c'est effectivement, quand on parlait de performance plurielle, la performance formatrice, comme la performance en sécurité au travail, fait partie des éléments clés de l'intérêt des salariés de travailler dans une entreprise, au même titre que de produire des profits.
Je vous remercie pour vos analyses. Le temps qui nous est imparti s'achève. Un grand merci pour cet échange et extrêmement éclairant. Merci beaucoup. Merci à vous.